Salut à tous, bienvenue sur Motor Life. Je suis super content de vous retrouver avec ces nouvelles DRZ 4S et 4SM. C'est le modèle route et le modèle off-road, donc le modèle trail. Donc là, on est dans la région de Francfort en Allemagne pour un essai de 2 jours. Comme vous pouvez le voir, le temps est plutôt correct. Il a plu toute la nuit, donc les terrains ce matin étaient hyper glissants. On s'est bien amusé avec la S. Là, je descends juste de cette moto et il y a beaucoup de trucs à vous dire. Ces modèles étaient super attendus. La fin de la commercialisation date de 2006 et on les retrouve maintenant près de 20 ans plus tard. Qu'est-ce qui a changé? Quasiment tout. Toute la moto a changé. On va plutôt dire ce qui n'a pas changé. La liste sera plus courte. Ce qui ne change pas, c'est le concept. Toujours de moto, une SM, une S. Ça change pas. La culasse du moteur n'a pas changé également. Le système de lubrification dont par Carter Sec n'a pas changé et par contre quasiment tout le reste a changé. Donc le haut moteur, maintenant on retrouve deux bougies sur le haut moteur pour avoir une meilleure combustion. Le tableau de bord, le design, l'échappement, franchement tout a changé sur cette moto. C'est pour ça qu'en fait c'est quasiment une nouvelle moto. Ils sont quasiment repartis de zéro pour faire cette moto, ce qui explique aussi son prix. On va y venir, mais c'est le gros point faible de cette moto. Bon alors là je descends juste de la S. On vient de faire à peu près 2 heures d'off-road dans les chemins. C'est des chemins super techniques. Là, vous voyez, des grands DFCI, mais en fait, c'est pas du tout ça qu'on a fait. C'est des petits singles, vous pouvez voir sur les vidéos, super techniques, super engagés, dans des sous-bois, entre les arbres, dans les chemins de sable, il y avait des grosses ornières. Franchement, ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'off-road. J'ai commencé avec un peu de trial il y a 5 ans, mais j'avais très peu fait de off-road comme ça engagé. Donc c'était la première fois avec une moto, donc une trail, et franchement, ça s'est super bien passé. Cette version S, elle fait 38 chevaux, 151 kg. La version SM, elle fait aussi 38 chevaux, mais par contre, elle est un petit peu plus lourde, elle fait 154 kg. Pour la version S, le moteur, franchement, il est parfait. Il n'y a pas besoin de plus dans les chemins. Malheureusement, on n'a pas pu l'essayer sur route, mais on a vu avec la SM que c'était limite au niveau du moteur. La S, par contre, c'est super. Il n'y a pas besoin de plus, ça reprend. Alors par contre, j'ai un petit problème au niveau de la boîte. Dans les petits chemins techniques, c'était assez compliqué. Il fallait tout le temps jouer avec l'embrayage pour la faire repartir, sinon elle cale très facilement. La première vitesse donc est un petit peu longue pour moi, mais forcément, c'est une moto pour aller aussi sur la route. Donc forcément, s'il faut que ça convienne à tout le monde, il faut que ça puisse être polyvalent. Et pas tout le monde fait des chemins très engagés comme ça tout le temps. Donc je pense que pour un usage plus routier et quotidien, ça fait parfaitement l'affaire. Les deux motos ont exactement le même moteur. C'est un monocylindre de 400 cm3 qui développe 38 chevaux et qui développe 39 Nm de couple. Alors au niveau des suspensions, on est sur du Kayaba avant-arrière pour les deux machines. C'est réglable en détente, en compression et en précharge, donc de partout. J'ai pas grand chose à dire, elles sont cohérentes. J'ai pas eu de soucis en off-road. Concernant les freins, donc on est sur des freins Nissin. À l'avant, c'est du 2 pistons avec un disque de 270 mm. À l'arrière, donc c'est un frein 1 piston avec un disque de 240 mm. Le tout, donc, c'est géré avec un ABS qui est déconnectable à l'avant et à l'arrière. Donc on peut gérer les modes. En off-road, l'ABS à l'arrière, on le déconnecte instantanément et c'est super bien. Par contre, on garde l'ABS avant. Je trouve qu'il est super bien géré. On a essayé de faire des tests de freinage, de freiner à bloc les roues droites en déclenchant l'ABS justement avant. Et franchement, la moto ne bouge pas, c'est stable. Franchement, c'est très rassurant. Pour quelqu'un qui a un petit niveau comme moi, je le garde. Ça permet vraiment de rouler en sécurité. On peut bien évidemment le désactiver. Voilà, c'est au bon vouloir de chacun. Les deux motos ont 3 modes moteurs. On retrouve un mode A, un mode B et un mode C. Les modes moteurs, donc le mode A est considéré comme le plus agressif, le mode B est plutôt linéaire et le mode C est plus tranquille. Sur cette moto, donc on a essayé tous les modes moteurs pour voir lequel on préférait en off-road. Personnellement, moi j'aime bien le B. Le A, je le trouve trop agressif, en tout cas en off-road. On va repasser après sur la prochaine moto pour voir que sur le SM c'est différent. Et par contre le mode C, lui, il est plus compliqué, il est plus mou. Donc j'aime moins en off-road, j'ai préféré garder le mode B. Au niveau de l'électronique, encore, on a 4 modes de traction control, 4 modes bien distincts. En off-road, on a bien vu la différence. On a un mode 2 qui est plutôt considéré comme un mode pluie sur route, donc qui est vraiment très agressif. Il n'accepte aucun patinage de la roue arrière. On a un mode 1 qui est censé être pour le mode route global, standard. Ensuite, on a un mode donc désactivé, complètement, pas de traction control. Et enfin, le mode gravel. Donc, je vais vous parler de ce mode gravel parce que c'est celui qu'on utilise majoritairement dans les chemins. Et franchement, j'ai été très étonné. Je trouve vraiment génial. Ça ressemble au traction control désactivé. Mais en fait, quand on met trop de gaz, là, ça nous coupe. Mais ça permet quand même de faire des grosses glisses, de partir en glisse, de faire des départs comme en MX. Vraiment, on peut s'enterrer dans le sable, il n'y a pas de souci. La roue arrière patine, mais c'est vraiment, ça agit vraiment uniquement quand c'est la goutte de trop. Donc vraiment, ce mode gravel, il est super bien géré. Je suis super content là-dessus. Ça permet vraiment de rouler en sécurité, encore une fois. Pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude, c'est vraiment génial. Alors les modes moteurs sont modifiables avec des boutons que l'on retrouve sur le commodo gauche. C'est super facile à changer, on a un petit bouton mode. On peut le faire en roulant à condition de couper les gaz. L'affichage
du tableau de bord qui est resté pour moi avec 10 ans de retard. Alors sur une moto tout terrain, ça pose pas de problème. Sur le Supermode, c'est plus embêtant, surtout pour une moto, on le rappelle à ce tarif-là, à ce tarif de 9 699 €. Avoir un compteur monochrome, avoir un écran monochrome, sur une moto de ce tarif-là, c'est un peu dommage. On aurait bien aimé un petit écran couleur au moins. Et surtout, le gros problème, c'est qu'on n'a pas de compte-tour. Sur un monocylindre, c'est quand même important d'avoir un compte-tour. On a uniquement une jauge à essence, un indicateur de rapport engagé, après la vitesse, le trip, avec l'affichage des modes moteurs. Donc c'est très simple, très basique comme compteur. Ça rappelle un peu l'ancienne DRZ hein, au final. Donc là-dessus, il n'y a pas eu de très gros progrès. C'est un peu dommage. Ils auraient pu encore monter en standing sur ce point-là. Alors, en conduite, dans les petits chemins, les 150 kg, on les sent quand même. C'est pas une moto enduro, c'est quand même lourd. Donc j'ai trouvé que c'était assez physique et surtout donc on est obligé de jouer avec l'embrayage tout le temps. Ça c'est un problème, ça devient vite fatigant, même si l'embrayage est très souple. Donc c'est un embrayage par câble, il est quand même très souple, mais à force de l'utiliser, ça devient vite fatigant. En fait, on a un ressenti qui devient dur, mais c'est juste le bras qui tétanise et du coup on n'a plus de force dans le bras. Donc là, c'est un petit point, donc ça c'est à cause de la boîte donc, de vitesse qui est un peu longue au niveau de la première vitesse. Par contre après, une fois en roulant, c'est nickel. Il n'y a aucun souci. Donc il n'y a pas de shifter. Sur le SM, ça aurait été sympa, un petit shifter quand même, je pense. Surtout sur une moto encore à ce tarif-là. Franchement, bon, sur celle-là, ça manque pas vraiment. La boîte est souple, on peut passer les vitesses à la volée. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc pour la faire tourner en off-road, comme toutes les motos, dans les ornières, il faut mettre du gaz, il faut se mettre sur l'avant. Sinon, elle ne tournera pas, on va perdre l'avant et on n'aura aucun feeling. Donc faut vraiment mettre du gaz pour la faire tourner. Mais ça, c'est comme toutes les motos d'enduro. Il n'y a pas de secret là-dessus. Et donc pour les franchissements, c'est là qu'on sent vraiment le poids. Les 150 kg, donc quand on doit franchir des arbres qui étaient au milieu sur le parcours, on met un petit coup d'embrayage et enfin, faut y aller pour la lever quand même. C'est pas des plus faciles, mais bon, encore une fois, c'est pas forcément orienté enduro, c'est plus pour les chemins, pour sortir de la route. Ça dépend ce que vous faites avec la moto, c'est polyvalent. Malheureusement, on n'a pas pu l'essayer sur route, on a essayé que la version SM sur route. Donc pour conclure sur cette moto, moi je suis très content de cette moto, de cette version S du coup. Je pense que le moteur, il n'y a pas besoin de plus, c'est exactement ce qu'il faut. Ça peut vraiment convenir à un grand nombre de personnes. Donc si vous faites du chemin, bien entendu, hein. On a une hauteur de selle de 920 mm, donc moi qui fais 1,82 m, vous voyez, j'ai à peine les pieds par terre. Enfin, j'ai les pieds par terre, mais voilà, c'est pas non plus tout confort, mais c'est une moto d'enduro après tout. Donc on est bien, on est confortable, franchement, c'est nickel. On va quand même écouter la sonorité. Donc je vais la démarrer pour vous montrer un petit peu. Alors. Donc voilà la sonorité, donc hop. Donc alors la sonorité de ces deux machines, en fait, elle a été travaillée pour être assez silencieuse dans les chemins. C'est pas une ligne de fou, ça fait pas un bruit démentiel, mais pour les chemins, bah, c'est bien, c'est assez silencieux, donc c'est plutôt pas mal. Je vais vous expliquer quels sont les concurrents de cette machine, parce que pour 9 699 €, bah, c'est assez compliqué de trouver des concurrents. Au niveau des 400, on a la 300 CRF Honda, elle fait 142 kg, elle fait 27 chevaux, donc elle est moins puissante, mais elle est à 6200 €. On a quand même la 390 KTM Enduro R qui est un tout petit peu plus lourde, 159 kg, qui fait par contre 45 chevaux, 41 Nm de coupe, mais elle est à 6750 €, donc quasiment 3000 € moins cher. De cette machine, c'est quand même énorme la différence de prix. Qu'est-ce qui explique ce prix? Franchement, les ingénieurs n'ont pas su nous dire. Après, forcément, comme je vous l'ai dit, c'est une refonte totale, donc il y a beaucoup de développement derrière cette machine. Ça peut justifier un petit peu le prix, mais franchement, c'est beaucoup trop cher, c'est dommage parce qu'aux alentours des 7000 €, elle aurait pu se vendre facilement. Malheureusement, voilà, c'est comme ça, on n'a pas vraiment de réponse sur pourquoi le prix est si élevé sur cette machine. On va passer sur la version SM sur laquelle j'ai beaucoup de choses à dire et je vais vous expliquer pourquoi. Donc alors cette version SM, on l'a essayé hier sur la route à une allure assez tranquille. On a fait un shooting photo avec 2 virages. Malheureusement, c'était des grandes routes d'Allemagne avec des virages très rapides. Ça correspond pas du tout à cette machine. C'est comme essayer une sportive dans les routes des Cévennes, ça n'a aucun sens. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu essayer cette moto sur ces routes de prédilection en fait. Là, on était donc dans des grandes enfilades rapides, on était tout le temps en 4, en 5, on n'est jamais passé en dessous de 50 km/h. C'est vraiment dommage pour une machine qui ne demande qu'à jouer et uniquement à être agile dans les petits virages, à repartir en deux, faire des glisses à entrée de virage. Mais on a quand même pu l'essayer sur un parking où on a pu faire quelques glisses, quelques virages.
Bon, ça reste un parking, c'est pas une route, c'est dommage, le ressenti est un peu biaisé. Ça serait intéressant donc de voir dans un petit col par exemple. Donc alors là, on est exactement sur le même moteur que la version S de 38 chevaux, toujours 39 Nm de couple. Celle-là, elle fait 154 kg. Ce moteur en circulation, bah, il manque, franchement, il manque d'au moins 10 chevaux. 47 chevaux, la limite du bridage A2 aurait été parfait. Là, ça manque. En plus, c'est une boîte 5 rapports. Comme sur l'autre, mais sur l'autre, donc en version off-road, ça gêne pas. Comme l'ancienne, malheureusement, ils n'ont quasiment pas touché la boîte, ce sont les mêmes ratios de boîte. D'après eux, il n'y a pas besoin de 6e rapport parce que ça n'apporte pas assez, le moteur n'est pas assez en fait puissant, il dirait, pour avoir un 6e rapport. Bah, c'est vrai qu'il faut l'amener. On plafonne à 147, on a pris sur l'autobahn, hein, bien évidemment. Après, ça coupe, ça rend. Voilà, donc c'est la vitesse max de cette machine. Mais en fait, quand tu es à 80, tu es en 4, en 5, aussi entre la 4 et la 5 parce que le moteur n'est vraiment pas souple. Ça reste un monocylindre, donc forcément ça vibre, mais c'est loin d'être souple. Ça cogne des 50 km/h. En 5, on ne peut pas rouler, il faut rétrograder en 3 à 50. Donc le moteur est pas souple du tout. La 5e vitesse, en 2 et 3, ça reprend bien. La 4 et la 5 sont là pour rouler à 80 et plus. À 110 sur l'autoroute, le moteur il hurle. C'est vraiment pas fait pour ça. Donc ça, c'est uniquement une moto en fait pour aller arsouiller dans l'école. Ça peut être bien en 2e moto parce que comme on va le voir, honnêtement, on a fait 15 km et on avait déjà tous mal au fait. C'est pas du tout confortable. C'est assez dommage pour une moto comme ça. Donc pareil que sur l'autre machine, donc on retrouve les mêmes aides électroniques, les mêmes traction control, donc le même électronique, même ABS, désactivable pareil. Bien sûr sur route, bon, avec 39 chevaux, enfin 38 chevaux, on peut se permettre de désactiver le traction control si la route est sèche, ça pose pas de problème. Alors là, sur les pneus, on est sur du Dunlop Sportmax 05A. Hier, nos collègues ont essayé sur le mouillé, forcément c'était glissant comme pas possible. Sur route sèche, c'est mieux, c'est pas non plus foudre de guerre, mais ça a un avantage, c'est que ça permet de glisser. Alors ça, pour glisser, elle glisse, c'est super facile. On tombe 2 rapports en 2, en 1, on lâche l'embrayage, boum, elle part direct en glisse, on a l'impression d'être un pro. Il faut désactiver l'ABS, donc sur cette machine, l'ABS est désactivable uniquement à l'arrière. Une fois qu'on désactive l'ABS à l'arrière, elle part en glisse nickel. On peut rentrer dans les virages comme ça. Donc qu'est-ce qu'on demande d'un super motard? On demande que ça glisse et on demande que ça lève. Avec 38 chevaux, en 2, un gros coup de sirette et ça lève. Mais c'est pas des plus simples, faut quand même avoir le coup de main. C'est un peu dommage, donc comme je vous dis, pour moi, il manque quelques chevaux sur cette machine. Pourquoi pas faire un moteur de 38 chevaux pour la version off-road et un moteur plus puissant pour ce modèle. Bon, et au niveau des freins, alors là c'est pareil, on est sur une Nissim 2 pistons. Les freins, il y a du mordant, mais ça manque de puissance. Quand on arrive vite, qu'on prend les freins assez vite, franchement ça manque de puissance. L'ABS en plus, on sent que quand on freine, il est pas lent, il est pas lent de déclencher. Ce freinage pour moi, il me met pas en confiance. Comme le train avant, il y a pas énormément de ressenti en fait. C'est un train avant qui pour moi me met pas en confiance facilement. Alors ça tient hein, bien sûr dans les virages, mais c'est pas un train avant qui va me mettre en confiance et qui va m'amener à mettre la moto sur l'angle facilement. Bon après peut-être que ça viendra avec le temps. On a, comme je vous dis, on a roulé que 70 km sur des routes, donc c'est vraiment très léger. Et donc à l'arrière, on a comme sur la version S un étrier Nissim 1 piston avec un disque de 240 mm. Par contre le frein arrière est très bien, très dosable. Très facile pour amener la moto une fois qu'on est sur l'angle. Donc ça c'est nickel. Donc la position elle est un peu plus basse, on se retrouve à 890 mm. Donc vous voyez là j'ai quasiment les pieds à plat alors que sur l'autre pas du tout. Et comme je vous dis par contre le confort, cette selle franchement, ils nous ont dit ils l'avaient amélioré, ils avaient élargi la selle pour avoir plus de confort, mais on est tous unanimes. Ça monte clairement. C'est pas vraiment une moto pour faire des bornes, mais je pense qu'en conduite agressive, sportive, on doit pas trop sentir le déconfort de la selle. Bon, et bien sûr, on est exigeant sur cette moto parce qu'elle fait quand même, comme l'autre, 9 699 €. Donc, quelles sont les concurrentes? Ce tarif-là, franchement, c'est compliqué de lui trouver des concurrentes. Hein. La 390 SMCR de chez KTM fait 45 chevaux et 41 Nm de couple. Donc, pour 150 kg, c'est pareil. Mais par contre, elle est à 750 €, quasiment 3000 € de moins. C'est énorme. À choisir, on partirait, enfin moi personnellement, je partirais directement sur la KTM. Qu'est-ce qu'on a à 9000 €? Bah tout simplement pour 9200 €, une 790 Duke, 95 chevaux, bridable à 2. C'est vraiment le positionnement tarifaire de cette machine est vraiment particulier. C'est dur à comprendre. Et c'est très dommage parce qu'elle est joueuse, elle est attachante. Donc c'est un mono, donc il y a des vibrations, c'est sympa. Il y a la sonorité aussi qui pose problème. C'est le même échappement que sur la version S, donc ça procure pas vraiment de sensation. Il y a une ligne Yoshimura qui est sortie aux États-Unis pour 900 $. Donc déjà que la moto coûte cher, s'il faut acheter une ligne qui coûte 900 $ pour avoir un joli son, franchement c'est un peu dommage. Ils auraient pu travailler la sonorité, ça aurait été sympathique. Et donc si on veut pousser donc dans l'extrême, pour 8000 €, bah maintenant on a une Hornet 750. Encore une fois c'est dommage sur le côté du tarif. Pour moi donc, on a fait le tour de ces deux modèles. Bien sûr, c'était mon avis, je partirais directement sur la version S qui est beaucoup plus polyvalente que la version SM. Si on veut un vrai super motard, bah, on prend un truc qui est plus léger, on prend quelque
quelque chose qui est plus léger, plus puissant aussi. Super moteur donc de 60 chevaux qui fait 130 kg, ça existe. Donc ça c'est mon point de vue. Après forcément c'est pas toujours homologué route, hein. Donc moi de mon point de vue je partirai directement sur la version S avec laquelle je me suis beaucoup amusé en off-road. C'est une moto qui est très joueuse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très prochainement avec un nouvel essai. Salut!